Alina Petrova ajusta son châle tricoté couleur bordeaux pour ce qui lui semble être la 10e fois, se faufilant dans les couloirs animés du lycée Saint-Exupéry. La laine douce lui semble plus rêche qu'elle ne devrait, un signal attirant les regards curieux de ceux qui passent. Ses yeux d'un vert profond restent rivés sur le carrelage éraflé, chaque pas la rapprochant du cours d'histoire du matin. Mesurant à peine 1,60 m, sa silhouette mince, souvent perdue sous des gilets amples, Alina est une experte pour se fondre dans le décor. Les couloirs vibrent du chaos typique du mercredi matin, tandis que les élèves claquent leurs classeurs et se saluent à travers le passage. Alina serre plus fort son sac en toile usée, évitant soigneusement les groupes d'élèves qui bavardent, remarquant à peine sa présence. C'est ainsi qu'elle l'aime. Presque 6 mois se sont écoulés depuis que sa famille a déménagé de Kiev dans cette paisible ville de province, et pourtant, elle se sent toujours comme une étrangère qui regarde de l'extérieur. « Bouge-toi, la vieille !» ricane une voix derrière elle. L'estomac d'Alina se serre lorsqu'elle reconnaît la voix de Maxime Dubois, le star quarterback du lycée Saint-Exupéry. Ses cheveux bruns parfaitement ébouriffés et son sourire arrogant font de lui le chef de la meute, mais ses yeux noisettes froids recèlent une méchanceté qui fait frissonner Alina. Elle accélère le pas, espérant atteindre sa salle de classe avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de plus. « Hé, je te parle !» lance Maxime, sa voix résonnant dans le couloir. Plusieurs élèves se tournent pour regarder, leur voix s'éteignant lorsqu'ils sentent que quelque chose va se passer. Les mains d'Alina tremblent lorsqu'elle atteint la porte de la salle de classe, mais le copain de Maxime, Théo le maire, se place devant elle, lui bloquant le passage. Les cheveux blonds sable et le teint pâle de Théo pourraient sembler inoffensifs sans le sourire cruel qui se répand sur son visage. Derrière eux, Kevin Garnier, le 3e de leur trio, fait craquer ses doigts avec un regard menaçant. Kevin mesure bien plus d'1,80 m, ses larges épaules remplissant sa veste de l'équipe, projetant une ombre sur le couloir. « Elle t'ignore, Maxime », ricane Théo, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Plutôt impoli, tu ne trouves pas ?» Maxime se rapproche. Son eau de Cologne bon marché emplit les narines d'Alina alors qu'il envahit son espace personnel. « Mon arrière-grand-père a débarqué en Normandie pour empêcher des déchets comme toi de rentrer dans ce pays, dit-il, assez fort pour que tout le monde l'entende. Le moins que tu puisses faire, c'est montrer un peu de respect. » Le cœur d'Alina bat la chamade, mais elle garde une voix ferme. « Je suis née à Paris, dit-elle doucement, le regardant enfin dans les yeux. Je suis française. »« Ouais, c'est ça, » glousse Kevin, sa voix grave résonnant dans le couloir. « Et moi, je suis l'empereur de Chine. » La foule grandissante de spectateurs rit de la blague de Kevin, et Alina sent son visage rougir. Elle jette un coup d'œil désespéré autour d'elle, espérant voir un professeur ou un surveillant qui pourrait intervenir. Mais ils sont introuvables. Son professeur d'histoire, M. Dubois, reste derrière la porte fermée de la salle de classe, soit n'entendant pas le tumulte, soit choisissant de l'ignorer. L'air sent légèrement le vieux livre et la poussière. « Écoutez, je ne veux pas d'ennui, » dit Alina, sa voix à peine audible. « Je veux juste aller en cours. » Le sourire de Maxime s'élargit, révélant des dents parfaitement alignées, qui semblent sortir d'un magazine. « Oh, tu ne veux pas d'ennui. Alors peut-être devrais-tu retourner dans le trou d'où tu viens ?» La foule rugit de rire, et Alina sent des larmes lui monter aux yeux. Elle bouscule Théo et se glisse dans sa salle de classe d'histoire, le son des rires moqueurs de Maxime résonnant derrière elle. Monsieur Dubois lève les yeux de son bureau, mais ne dit rien, reportant son attention sur la pile de papier devant lui. Alors qu'Alina s'installe à sa place habituelle au fond de la salle, elle ferme les yeux et essaie de contrôler sa respiration. Les mots de sa grand-mère résonnent dans son esprit. « La gentillesse est une force, ma chérie. Montre-leur qui tu es vraiment à travers ton bon cœur. » Si seulement elle savait combien il était difficile de suivre ce conseil face à des insultes constantes. Ce que ses camarades de classe ignorent,
c'est qu'Alina a passé les 7 dernières années à s'entraîner au sambo sous la tutelle de son grand-père. Pépé Dimitri était instructeur militaire avant d'ouvrir sa propre salle de sport à Kiev. Et il avait appris à Alina que sa petite taille pouvait être utilisée à son avantage si elle apprenait à utiliser l'effet de levier et la vitesse au lieu de la force brute. Ses muscles se souviennent d'innombrables heures à pratiquer des projections, des clés et des soumissions. Mais les convictions pacifiques de sa grand-mère l'ont empêché d'utiliser ses compétences en dehors de la salle de sport. La matinée se poursuit avec sa routine habituelle de cours et de rencontres maladroites dans les couloirs. Pendant le déjeuner, Alina trouve sa place habituelle à une table vide près des fenêtres de la cantine, picorant ses crêpes maison en regardant les autres élèves rire et traîner ensemble. Elle sort son exemplaire usé de 1984 et essaie de se perdre dans l'histoire dystopique, mais sa concentration est brisée lorsqu'une ombre tombe sur sa table. L'air a le goût de pizza rassis et de produits de nettoyage. Qu'est-ce qu'on mange, la communiste? La voix de Maxime tranche le bruit de la cantine comme une lame rouillée. Tu comptes empoisonner l'école avec cette nourriture bizarre? Théo et Kevin se tiennent de chaque côté de lui, leurs yeux brillants d'excitation. Plusieurs tables à proximité se tournent pour regarder le spectacle, leur conversation s'éteignant lorsqu'ils sentent le drame se préparer. Alina lève les yeux de son livre, ses yeux verts rencontrant le regard froid de Maxime. « Ce ne sont que des crêpes, » dit-elle calmement. « Vous voulez en goûter une ?» Sa réponse inattendue prend Maxime au dépourvu pendant un instant, mais il se reprend rapidement. « Je ne mange pas de cochonneries russes !» ricane-t-il, saisissant son récipient en plastique et en déversant le contenu sur la table. Crêpes, pommes de terre et fromage s'étalent sur la surface, de la crème fraîche coulant sur son jean. La cantine éclate en halètements et en rires nerveux. Alina fixe le désordre, ses mains serrées en poing sous la table. Elle sent le poids de dizaines de regards sur elle, attendant de voir ce qu'elle va faire. Une partie d'elle a envie de déchaîner 7 années d'entraînement au sambo sur le visage suffisant de Maxime, mais la voix de sa grand-mère murmure à son oreille « Sois la plus forte, ma chérie. Montre-leur la force à travers le pardon. » C'était inutile, dit Alina doucement, commençant à nettoyer le désordre avec des serviettes de son sac. Maxime rit, un son dur qui résonne dans la cantine maintenant silencieuse. « Oh, je suis désolé. J'ai blessé tes sentiments. Peut-être devrais-tu appeler ta grand-mère pour qu'elle vienne te chercher. Laisse-la tranquille, Maxime. » La voix vient de l'autre côté de la cantine et Alina lève les yeux pour voir Léa Martin marcher vers leur table. Les cheveux blonds lumineux de Léa brillent sous les lumières fluorescentes, ses yeux bleus flamboyants de colère. Elle est l'une des rares élèves à avoir été gentille avec Alina, partageant souvent des sourires et parlant de leur amour commun pour les livres. « Tiens, tiens !» sourit Théo, son visage pâle s'illuminant d'une joie méchante. Si ce n'est pas Sainte Léa qui vient à la rescousse. Léa atteint leur table et pose une main sur l'épaule d'Alina. J'ai dit, laisse-la tranquille. Elle ne t'a rien fait. L'expression de Maxime change, son attention se portant maintenant sur Léa avec un intérêt prédateur. Tu sais, Léa, je ne t'ai jamais prise pour une amoureuse des Russes. Peut-être que tu devrais reconsidérer la compagnie que tu fréquentes. Et peut-être que tu devrais reconsidérer d'être un crétin complet. Rétorque Léa, sa voix s'élevant au-dessus des chuchotements de la cantine. La tension dans l'air devient si épaisse qu'on pourrait la couper au couteau. Alina regarde avec horreur le visage de Maxime devenir rouge de rage, ses mains se serrant en poing le long de son corps. Elle a accidentellement entraîné Léa dans ses ennuis et la culpabilité pèse lourdement sur elle. « Tu as une grande bouche, » dit Maxime, se rapprochant de Léa. Peut-être que quelqu'un devrait apprendre les bonnes manières. Avant qu'Alina ne puisse réagir, Kevin tend la main et saisit le bras de Léa, sa grande main encerclant facilement son poignet. « Ouais, peut-être qu'on devrait vous apprendre, à vous deux, le respect. » La cantine est silencieuse, tous les yeux rivés sur la confrontation. Alina sent quelque chose se briser en elle, une corde tendue depuis des mois qui finit par céder. Mais avant qu'elle ne puisse agir, Madame Garnier, la cantinière, apparaît à leur table. «
Qu'est-ce qui se passe ici? Demande la femme, ses cheveux gris tirés en un chignon serré qui correspond à son visage sévère. L'air sent les frites grasses et le café rassis. Rien, Madame Garnier, dit Maxime avec douceur, son sourire charmeur revenant instantanément. On discute juste amicalement avec notre nouvelle camarade de classe. Les yeux de Madame Garnier balayent le désordre sur la table, mais elle semble accepter l'explication de Maxime sans poser de questions. Bon, nettoyez ce bazar et retournez à vos places. La pause déjeuner est presque terminée. Alors que la cantinière s'éloigne, Maxime se penche près de l'oreille d'Alina. Ce n'est pas fini, Ivan. Et la prochaine fois, ta petite copine ne sera pas là pour te sauver. Le trio s'éloigne en riant, laissant Alina et Léa seules à la table ruinée. Léa aide à ramasser les serviettes éparpillées, ses mains tremblant légèrement de colère. « Je suis désolée, » murmura Alina, sa voix chargée d'émotion. « Je n'ai jamais voulu t'entraîner dans ça. » Léa lève les yeux, ses yeux bleus doux de compréhension. « Tu ne m'as entraîné dans rien. » J'ai pris la parole parce que c'était la bonne chose à faire. Elle marque une pause, étudiant le visage d'Alina. « Mais pourquoi tu ne te défends jamais? Je t'ai vu en cours de sport. Tu es plus forte que tu n'en as l'air. » Le cœur d'Alina fait un bond. Comment Léa a-t-elle remarqué quelque chose que tout le monde a manqué? « Je ne crois pas à la violence, » dit-elle prudemment. « Ma grand-mère m'a appris qu'il existe de meilleures façons de résoudre les problèmes. » Léa hoche la tête lentement, mais quelque chose dans son expression suggère qu'elle sent qu'il y a plus à l'histoire. Eh bien, peut-être que certains problèmes nécessitent une solution différente. Le reste de l'après-midi se déroule dans un flou de cours et de regards attentifs. La nouvelle de l'incident de la cantine s'est répandue dans l'école et Alina se retrouve au centre de conversations chuchotées et de regards insistants. Certains élèves semblent compatissants, tandis que d'autres semblent la considérer comme une étrangère qui a eu ce qu'elle méritait. Alors que la cloche finale sonne, Alina se précipite vers son casier, impatiente de quitter le bâtiment et de rentrer chez elle dans le petit appartement de sa famille. Elle fait tourner la combinaison du cadenas, son esprit déjà tourné vers la soirée tranquille qui l'attend. Mais lorsqu'elle ouvre la porte métallique, un morceau de papier plié tombe sur le sol. Le couloir sent la sueur et la cire à plancher. Ses mains tremblent lorsqu'elle déplie le mot, lisant le message griffonné au marqueur noir « Retourne en Russie avant qu'on te renvoie dans un cercueil ». La vision d'Alina se brouille, alors que des larmes lui montent aux yeux. Elle froisse le mot et le fourre dans son sac à dos, ne voulant pas que personne ne le voie. Le couloir semble tourner alors qu'elle lutte pour garder son sang-froid. Mais le poids de mois d'insultes finit par devenir trop lourd à supporter. Elle claque son casier et se précipite vers la sortie, se frayant un chemin à travers les groupes d'élèves. L'air frais de l'automne lui frappe le visage lorsqu'elle franchit les portes d'entrée de l'école, apportant un moment de soulagement de l'atmosphère pesante à l'intérieur. Mais son évasion ne dure pas longtemps. La voix de Maxime résonne à travers le parking comme une sirène d'alarme. « Hé, camarade, attends !» exclamation marque. Les pieds d'Alina se déplacent plus vite sur l'asphalte, son sac rebondissant contre sa hanche. Elle entend des pas derrière elle, se rapprochant malgré ses efforts pour s'échapper. Le bus scolaire est déjà parti, la laissant bloquée sur le parking sans aucun moyen de s'en aller. « J'ai dit, attends !» La main de Maxime saisit son épaule, la faisant pivoter pour qu'elle fasse face à lui et à ses amis. Théo et Kevin se tiennent en demi-cercle autour d'elle, bloquant toute issue. D'autres élèves commencent à se rassembler, formant un cercle autour de la confrontation comme lors d'un match de boxe. Alina voit Léa se frayer un chemin à travers la foule, son visage rempli d'inquiétude. « Qu'est-ce que tu veux ?» demande Alina, sa voix plus ferme qu'elle ne se sent. Le sourire de Maxime ne contient aucune gentillesse alors qu'il fouille dans son sac à dos et en sort un drapeau russe en piteux état. « Je pense qu'il est temps que tu apprennes à montrer un peu de respect pour le pays qui te laisse rester ici, » dit-il, agitant le drapeau devant son visage. « Pourquoi tu ne l'embrasses pas et tu ne le remercies pas de te laisser entrer ?» La foule murmure d'anticipation, certains élèves sortant leur téléphone pour enregistrer la scène. Alina
sent ses joues brûler de honte, alors qu'elle réalise que ce moment sera partagé en ligne dans quelques heures. « Je ne vais pas faire ça », dit-elle doucement, ses yeux rencontrant ceux de Maxime sans ciller. L'expression de Maxime s'assombrit. « Oh, je pense que si. À moins que tu ne veuilles que les choses empirent encore pour toi et ta petite amie là-bas. » Il hoche la tête vers Léa qui essaie de les atteindre. Kevin s'avance et saisit le bras de Léa, la tirant dans le cercle. « Lâche-la, » dit Alina, sa voix gagnant en force. « C'est entre toi et moi. » Théo rit, son visage tordu d'amusement. « Oh, mais elle a fait en sorte que ça nous concerne quand elle a décidé de te défendre. Peut-être qu'elle a besoin d'une leçon aussi. » Maxime tend la main vers le châle d'Alina, ses doigts effleurant la laine bordeaux. « Tu sais quoi ? Je pense que ce truc est stupide. Peut-être devrais-tu l'enlever et montrer à tout le monde ce que tu caches. » La foule halète alors que la main de Maxime se rapproche. Alina sent quelque chose se briser en elle, comme un barrage qui cède sous trop d'eau. Chaque leçon que sa grand-mère lui a enseignée sur la paix et la gentillesse s'effondre face à cette violation. « Ne me touche pas, » dit-elle, sa voix portant un ton dangereux qui fait s'arrêter Maxime. Mais son hésitation ne dure pas. Avec un rire cruel, il saisit le bord de son châle et tire, la laine glissant sur ses épaules alors qu'il essaie de l'enlever. Le temps semble ralentir alors qu'Alina sent son châle être arraché. La violation est complète, la dernière ligne franchie. À ce moment précis, 7 années d'entraînement au sambo déferlent dans ses muscles comme de l'électricité. Et la voix de sa grand-mère est remplacée par les instructions de son grand-père. « Quand les mots échouent, tu te défends avec tout ce que tu as. » La main d'Alina se lève et attrape le poignet de Maxime d'une poigne de fer. Ses doigts trouvant le point de pression qui lui fait lâcher son châle avec un halètement aigu. Son autre main forme une frappe précise qui atteint son diaphragme, chassant l'air de ses poumons et le faisant chanceler en arrière. La foule halète alors que Maxime se plie en deux, serrant sa poitrine et luttant pour respirer. Théo et Kevin regardent avec stupéfaction, incapables de croire ce qu'ils viennent de voir. « Purée !» chuchote quelqu'un. « Vous avez vu ça ?» Alina ajuste calmement son châle, ses yeux ne quittant jamais le visage de Maxime alors qu'il se redresse lentement. Sa posture a changé, son ancienne attitude voûtée remplacée par la posture confiante d'une combattante entraînée. « Je t'ai dit de ne pas me toucher, » dit-elle, sa voix claire à travers le parking silencieux. Le visage de Maxime rougit de rage et d'embarras. « Petite garce !» grogne-t-il, se jetant sur elle le poing levé. Mais Alina est prête. Elle esquive son attaque maladroite, sa main droite déviant son coup de poing, tandis que sa gauche frappe son genou. L'articulation se tord avec un bruit sec, et Maxime hurle de douleur alors qu'il tombe au sol. Théo se précipite en avant, son visage tordu de fureur. « Tu lui as cassé la jambe !» Alina se baisse sous son coup sauvage et lui donne un coup de pied dans l'estomac, enchaînant avec une projection qui l'envoie s'étaler à côté de son ami. La foule se presse, leur téléphone enregistrant chaque instant du combat. Kevin, le plus grand des trois, s'approche plus prudemment. Son avantage de taille est évident, mais quelque chose dans les yeux d'Alina le fait hésiter. Elle est passée d'une victime effrayée à quelque chose de plus dangereux. « Allez, Kevin !» dit-elle, sa voix calme et contrôlée. « Ne rends pas ça plus difficile que ça ne doit l'être. » Kevin charge en rugissant, son grand corps se précipitant sur elle comme un camion. Mais Alina a été entraînée à combattre des adversaires plus grands. Elle se baisse et balaie ses jambes, utilisant son propre poids contre lui alors qu'il s'écrase au sol. Le parking est silencieux, à l'exception des gémissements des trois brutes. Alina se tient au-dessus d'eux, son châle en place et sa respiration régulière. Elle regarde les visages stupéfaits de ses camarades de classe, voyant de la peur, du respect et de l'étonnement dans leurs yeux. Léa se libère de la foule et se précipite aux côtés d'Alina, ses yeux grands ouverts de choc. « Où as-tu appris à te battre comme ça ?» L'expression d'Alina s'adoucit lorsqu'elle regarde la fille qui a risqué sa propre sécurité pour la défendre. « Mon grand-père m'a appris, » dit-elle simplement. «
Je n'ai jamais voulu l'utiliser, mais ils ne m'ont pas laissé le choix. Maxime se débat pour se relever, serrant sa jambe blessée contre sa poitrine. Son visage est pâle de douleur et d'humiliation, mais ses yeux brûlent toujours de haine. « Ce n'est pas fini, halète-t-il. Tu vas payer pour ça. » Alina fait un pas en avant, son mouvement faisant reculer Maxime. « Si, c'est fini, » dit-elle doucement. « Vous m'avez harcelé pendant des mois et je vous ai laissé faire parce que je croyais à la gentillesse. Mais quand vous avez touché mon châle, quand vous avez menacé Léa, vous avez franchi une limite. » Elle regarde la foule, sa voix portant jusqu'à tous les coins du parking. « Je n'ai jamais voulu blesser personne, mais je ne serai plus la victime de personne. Si vous me laissez tranquille, je vous laisserai tranquille. Mais si vous vous en prenez à moi ou à mes amis à nouveau, ce qui s'est passé aujourd'hui semblera être un avertissement amical. » La foule commence à se disperser, les élèves s'éloignant en chuchotant ce qu'ils ont vu. Certains s'approchent d'Alina avec respect, lui offrant leur soutien et leur admiration pour sa bravoure. Alors que le parking se vide, Léa reste aux côtés d'Alina, son visage pensif. « Je suis désolée que tu aies dû traverser tout ça, » dit-elle, « mais je suis aussi contente que tu te sois défendue. » Alina hoche la tête, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. « Ma grand-mère ne sera pas contente quand elle entendra ça, » dit-elle. « Elle croit que la violence ne fait qu'engendrer plus de violence. » Léa pose une main sur son bras. « Parfois, la violence est la seule langue que les brutes comprennent. Tu leur as donné toutes les chances de te laisser tranquille et ils ont choisi d'empirer les choses. » Alors qu'elle marche vers la rue, Alina pense aux événements de la journée. Elle avait essayé de devenir invisible, espérant que si elle ne causait pas d'ennui, le harcèlement cesserait. Mais elle avait appris que certaines personnes prenaient la gentillesse pour de la faiblesse et que parfois, la seule façon de gagner le respect était de l'exiger. Le lendemain matin, Alina entre au lycée Saint-Exupéry, la tête haute et son châle en place. Les élèves s'écartent devant elle dans les couloirs, maintenant par respect plutôt que par indifférence. Certains camarades de classe s'approchent d'elle, certains pour lui offrir leur amitié et d'autres pour partager leurs propres histoires de harcèlement. Maxime, Théo et Kevin sont absents, bien que des rumeurs courent selon lesquelles Maxime a la jambe cassée et que tous les trois sont confrontés à une suspension pour leurs actes. Monsieur Dubois, son professeur d'histoire, prend Alina à part pour s'excuser de ne pas être intervenu plus tôt. « J'aurais dû faire quelque chose, » dit-il, ses yeux remplis de regret. « Je savais ce qui se passait, mais j'ai choisi de détourner le regard. C'était mal. » Alina accepte les excuses, sachant que le changement doit commencer quelque part. L'école s'est soudainement intéressée aux politiques de lutte contre le harcèlement et plusieurs enseignants ont pris contact pour discuter de la création d'un lieu plus accueillant pour tous les élèves. Léa la trouve à la cantine, s'installant sur la chaise en face d'elle avec un sourire chaleureux. « Comment ça va ?» demande-t-elle. Alina réfléchit à la question. « Différemment, » dit-elle. « Je n'aime toujours pas la violence et j'espère ne jamais avoir à utiliser ces compétences à nouveau, mais je ne suis pas désolée de m'être défendue et de t'avoir protégée. » Les joues de Léa rougissent à la mention de la protection et quelque chose change dans l'air entre elles. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit hier, » poursuit-elle, « à propos de ton grand-père qui t'a appris à te battre. Est-ce que tu voudrais peut-être m'enseigner un peu d'autodéfense ? Je ne veux plus jamais me sentir aussi impuissante. » Le visage d'Alina s'illumine d'un sourire. « J'aimerais bien, » dit-elle. « Mon grand-père disait toujours que la meilleure façon de prévenir la violence est d'y être préparée. » Au fil des semaines, Alina s'installe dans un nouveau rôle au lycée Saint-Exupéry. Elle n'est plus la fille invisible qui essaie d'éviter l'attention, mais elle n'est pas devenue une brute. Au lieu de cela, elle a gagné quelque chose de précieux, le respect. D'autres élèves commencent à lui demander de l'aide lorsqu'ils sont harcelés, cherchant des conseils et du soutien. Elle forme un petit groupe d'amis qui se réunissent pour pratiquer l'autodéfense et parler de la façon de faire face au harcèlement. Léa devient sa plus proche amie et leur amitié se transforme progressivement en quelque chose de plus.
Maxime et ses amis reviennent à l'école après leur suspension, mais ils se tiennent à l'écart d'Alina. L'humiliation d'avoir été battus par quelqu'un qu'ils pensaient être une cible facile a brisé leur confiance, et ils semblent avoir appris que leurs actions ont des conséquences. Un après-midi, alors qu'Alina quitte l'école, elle trouve Maxime qui l'attend près de son casier. Sa jambe est dans le plâtre et son regard arrogant a été remplacé par la honte. « Je voulais te dire que je suis désolé, » dit-il doucement, les yeux fixés sur le sol. « Ce que j'ai fait était mal. Les choses que j'ai dites, la façon dont je t'ai traité, c'était horrible. » Alina étudie son visage, cherchant des signes de vérité. « Pourquoi maintenant ?» demande-t-elle. « Pourquoi t'excuser après tout ce temps ?» La mâchoire de Maxime se serre et pendant un instant, elle pense qu'il pourrait revenir à ses anciennes habitudes. Mais ensuite, ses épaules s'affaissent de défaite. « Parce que tu avais raison, » dit-il. « J'étais une brute et j'ai blessé des gens parce que je pensais que ça me faisait paraître fort. Mais tu m'as montré ce qu'est la vraie force. » Il lève les yeux vers elle, ses yeux manquant de leur ancienne froideur. « Je sais que tu n'as aucune raison de me pardonner. Mais je voulais que tu saches que je suis désolé. Et j'essaye d'être meilleur. » Alina sent la dernière trace de sa colère s'estomper, remplacée par la pitié. Maxime était tellement concentré sur le fait de montrer sa force qu'il n'avait jamais appris ce que cela signifiait d'être fort. « Merci de t'être excusé, » dit-elle simplement. « J'espère que tu le penses. » Maxime hoche la tête et s'éloigne, laissant Alina seule avec ses pensées. Elle comprend maintenant que sa transformation ne consistait pas seulement à apprendre à se battre. Il s'agissait de trouver le courage de défendre ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Alors qu'elle rentre chez elle à travers l'air d'automne, Alina pense au voyage qui l'a amenée à ce moment. Elle a appris que tendre l'autre joue est une bonne chose, mais qu'il arrive un moment où se défendre et défendre les autres est le bon choix. La clé est de connaître la différence entre se défendre et devenir la brute. Son téléphone vibre avec un texto de Léa. « Soirée cinéma chez moi, je ferai du pop-corn et on pourra pratiquer ces mouvements que tu m'as montrés. » Alina sourit en tapant sa réponse. « J'arrive. Et Léa, merci de m'avoir défendu ce jour-là à la cantine. Ça voulait dire beaucoup pour moi. La réponse arrive rapidement. On se défend les uns les autres. C'est ce que font les amis. » Alors qu'Alina range son téléphone et marche plus vite vers chez elle, elle ressent la paix. Elle a trouvé sa voie, sa force et sa place dans le monde. Plus important encore, elle a appris que le vrai courage ne consiste pas à éviter les combats, mais à les affronter avec respect et à savoir quand se battre et quand pardonner. La fille qui avait autrefois essayé de disparaître marche maintenant avec détermination, son châle bordeaux captant la lumière du soleil comme un phare d'espoir. Elle a découvert que le respect ne peut pas être donné librement. Parfois, il doit être gagné par l'action, la bravoure et la volonté de défendre ce qui est juste. Le lycée Saint-Exupéry ne sera plus jamais le même, et Alina Petrova non plus. Elle a trouvé sa force, non pas malgré ses différences, mais grâce à elle. Et elle a enseigné à tout le monde que le vrai pouvoir ne vient pas de blesser les autres, mais de les aider et de se tenir ensemble contre le mal. Le changement est complet, mais le voyage ne fait que commencer.